Et au programme de cette émission exceptionnelle, comme toutes les autres, nous avons la chance et le grand plaisir de recevoir, comme chaque année, deux auteurs de bande dessinée que nous idolâtrons dans l'émission. Ce sont les papas d'un personnage, tout ce qu'il y a de plus iconoclaste et très très bientôt culte, qui s'appelle Phénis. Nous avons Virginio, Vona et Yael. Messieurs, bonsoir. 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 Allez, on se retrouve avec vous juste après ceci. Et on se retrouve dans ce Shazam enregistré à partir du FIBDA avec deux auteurs qui sont venus pratiquement depuis le début de l'émission. Comment ça va, messieurs? Bien, très bien. On a fait bon voyage, enfin pour ma part. Oui, c'est la basse. Tu peux te plaindre, Virginio, il n'y a pas de souci. La basse. Alhamdoulilah. Virginio qui prend des cours d'arabe depuis quelques années et qui s'en tire de mieux en mieux. Alors, vous êtes là pour nous présenter, alors on l'attendait avec impatience, le dernier tome des aventures de Phénis. Il n'est pas encore prêt, mais chose importante à souligner, l'action de ce tome se passe à Alger. Yael. Oui, le tome s'intitule Alger, les ombres du temps. Puisque notre personnage se bat pour la liberté, on a décidé de prendre un thème assez universel. Et le thème général est le fanatisme. Et pourquoi Alger, les ombres du temps? Puisque c'est des choses qui vont, qui viennent. C'est un petit peu dans la nature humaine aussi ancré. Et il y a des références où, effectivement, vous avez eu les 2 décennies noires. Il y a eu une accalmie quelque part, ça s'est un petit peu adouci. Et on a l'impression qu'on est en train de rebasculer sur quelque chose d'assez malsain pour nous. D'accord. Même question, Virginio. Comment est-ce que tu as abordé ce nouveau tome? Je suppose que vous visitez répétées en Algérie. Toi, personnellement, ça t'a inspiré pour le dessin. J'aime bien le petit clin d'œil. Dommage qu'on puisse pas filmer l'émission. Ah oui, en fait, cet homme-là, il est né, c'est génial, c'est comme tous les arts, il est né dans la spontanéité. Moi et Yael, ça fait depuis 2012 qu'on vient en Algérie. Et donc moi, je suis sincère, je ne connaissais pas du tout certains détails de ces pays. Alors pour rappel, ta maman, on le dit tout le temps, est née en Algérie, à Annaba pour être précis. Exactement, ma maman, elle est née à Bonn, bien évidemment à Annaba. Et mes grands-parents siciliens, ils étaient immigrés en Algérie dans les années 1910-15. Je pense que ça suffit pour que tu aies ta carte nationale verte, c'est réglé. Ah, peut-être j'aurai la nationalité algérienne un jour. On te le souhaite. Donc tu me disais que tes visites répétées, le lien que tu entretiens justement avec notre pays, t'ont inspiré notamment pour les cases de ce nouvel album. Ah oui, mais moi je crois que chaque artiste il a besoin l'art c'est un voyage. Et c'est faire voyager, nourrir les yeux, nourrir les neurones. Et un artiste, moi comme artiste, je suis venu à Alger invité par Dalila Najem pour le festival. Et ici, vu qu'on discute avec tous les Algériens, les histoires aussi, que nous en Italie, sincèrement, je n'avais jamais connu les années 1990, tout ce que vous avez souffert avec le terrorisme et tout. Et ça nous a imprégné. Et jusqu'au jour que j'ai eu un flash et j'ai développé une idée, et avec Yael, on l'a développé, de faire venir notre personnage, de le faire atterrir à Alger. Ce personnage qui abordera, qui l'aura rencontré dans un Alger complètement transformé. On peut parler, c'est intemporel, c'est une histoire intemporelle. C'est l'Alger, donc plusieurs siècles, une espèce d'Uchronie quelque part. Uchronie, oui, ça pourrait se définir. Notre personnage est un défenseur de la liberté et il n'a ni d'âge ni de temps. Il bascule dans le temps. D'ailleurs, à un moment dans le 2e tome, il me semble, on vous voit dans l'album avec Phénis dans la gare et vous avez une petite discussion avec lui. Et à un moment, vous dites qu'il n'y a ni début ni fin. C'est ça. On part sur un cycle qui est dans notre vie, je le pense réellement. Tout est une question de cycle qui se répète. Ça n'a ni début ni fin. Le truc le plus simple, ça va être le matin, je me lève, le soir, je me couche, ça recommence. Je respire, j'expire, je recommence, je ferme les yeux, j'ouvre les yeux, je parle, je ne parle plus. Donc tout est un cycle qui se répète. Et donc notre personnage qui est un défenseur de la liberté, lui, il est... Enfin, pas tout à fait, c'est pas non plus le chevalier blanc sur sa monture. C'est un gars qui est torturé, c'est un gars qui est complexe, qui n'est pas tout à fait humain, mais encore plus humain que les autres, addict au café notamment, voilà. Ce n'est pas un personnage parfait. On peut défendre la liberté et être totalement imparfait.
Ce personnage a ses addictions qui lui sont propres, que vous découvrirez si vous achetez notre BD, qui vont provoquer des événements ou pas. Et le seul truc, c'est que lui, sa règle, c'est l'équité. Quand il voit des situations qui ne répondent pas à l'équité, il va intervenir pour rétablir cette équité. Qu'est-ce que l'équité ? C'est quelque part ce qui devrait se passer logiquement, sans l'intervention de l'homme et sans imposer une loi qui va contre la nature des choses. Un exemple, il y a une poule. Je la regarde, je la tue, gratuitement. Phénix va venir, il peut me dire qu'est-ce que tu as fait. Et il va réagir par rapport à ça. Même chose. Même violemment, par rapport à la poule, ouais. Même chose, il y a une poule, je passe, j'ai faim. Je la bats, je la mange. Phénix ne fera aucune remarque. C'est une nécessité, on a besoin de se nourrir. Donc l'équité, on ne va pas condamner forcément la faute de la mort. C'est pourquoi elle était donnée. Est-ce que c'est quelque chose de normal, vital ? Est-ce que c'est quelque chose d'important ? Ou est-ce que c'est l'homme qui a structuré une loi qui n'est pas forcément logique ? On va s'appuyer sur cette loi, mais on fait des choses qui ne devraient pas exister. Donc, mais cette compréhension un peu de l'univers ne s'est pas faite dès le premier tome, parce qu'au début, il y a une espèce de quête initiatique qui se cherche encore. Donc voilà, je pense que cette maturation arrive au 3e tome, où il comprend quel est son rôle, justement, dans cette grande pièce de théâtre qu'est la vie. Tout à fait. En fait, oui, justement, Phénix se bat avec, comme on dit, non, la biologie permet... la biologie permet et la culture interdit des fois. C'est beau, c'est beau. Redis-le-moi, j'adore avec l'accent italien en plus. Alors, la biologie permet et la culture interdit. Par contre, je suis cette phrase-là, ce n'est pas à moi, je tiens à le dire, mais c'est un livre que je suis en train de lire. Je ne veux pas faire une publicité à ce livre, on est en train de parler. Ah oui, c'est extraordinaire, c'est un cadeau que j'ai eu. C'est un livre qui s'appelle Sapiens et c'est extraordinaire. Justement, il parle des ordres, que depuis le début de Sapiens, des ordres. Voilà. Mais bon, on rebascule sur Phénix. Non, mais c'est lié aussi, parce que lui, oui. Phénix est intra-humain, il a dépassé en fait l'humanité, mais en gardant toujours... Est-ce qu'on peut dire que c'est peut-être la prochaine étape de l'évolution humaine, quelque part ? Puisque dans le premier album, il dit « Je suis le dernier de ma dynastie ». Ça veut dire qu'il y a eu déjà une dynastie de personnes ressemblant à Phénix. Ce qui est aussi une contradiction, puisqu'à la base, ils devaient être tous immortels. Comment ont-ils disparu ? Comme Phénix, Phénix est immortel, mais sa vie dépend quand même d'une chose. Il est immortel tant qu'il joue son rôle, mais puisque c'est un personnage fantastique, qui vient d'un monde parallèle, il y a une règle qu'il doit respecter aussi, c'est que lorsqu'il commet des fautes vis-à-vis de cette équité, des choses, il ne maîtrise pas. C'est pas une faute, une sanction, mais il va être sanctionné. C'est-à-dire que s'il commence à faire des fautes, il s'expose. Isaac Asimov appelait ça la règle de causalité. Voilà. En fait, justement, c'est ça. Vu que c'est quelqu'un, pour moi, Phénix, des divins, qu'il n'a pas des ordres, il ne répond pas à un ordre, il répond à l'ordre, entre guillemets, biologique. Voilà. Et Phénix, il est élu des constellations universelles de l'univers pour arriver sur Terre et dégager le mal. Mais il ne doit pas tomber dans le piège. Comme chaque être humain, des fois, on tombe dans un piège ou d'une addiction et tout. Lui doit être dans la perfection. Et vu qu'il est tombé dans le piège, en fait, c'est une analogie avec l'être humain. On a tout en éducation, mais un jour à l'autre, on peut basculer dans... Il arrive à des êtres humains avec des drogues et des trucs. Malheureusement, on n'est pas dans la perfection, on peut dérailler, mais c'est pas pour ça qu'on est méchant et tout. Phénix, il incarne aussi, bien évidemment, l'être humain qui peut être addict à quelque chose. Voilà. Mais avec un regard sans concession, il lui arrive souvent de dire dans ses planches « à vous les humains, vous les moins que rien ». Il y a une espèce aussi de petit complexe de supériorité, mais aussi beaucoup de tendresse pour cette race qui lui ressemble tant. Alors, c'est pas une question d'infériorité ou supériorité, c'est plutôt un regard sur l'homme et sur ce qu'il est capable de faire et surtout au nom de quoi il fait ces choses. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des bonnes raisons pour faire les choses, si on revient sur l'exemple de la poule, puisqu'on a faim, mais le faire gratuitement ou pour une idéologie. Parce que tu es contre les poules. Oui. Tu es contre les poules ? Oh, j'aime bien la poule au pot quand même. Non, mais donc si une idéologie va aller à l'encontre de l'humain pour des raisons qui lui paraissent qui ne répondent pas à cet ordre biologique et de l'équité, il va s'interposer. Et si l'humain utilise la violence pour s'imposer, il va lui-même
Du coup, il n'est pas parfait. Le super gars, le super héros, il t'arrête, comme Superman ou Spider-Man, et il te met en prison. Il ne tue pas. Phénix tue. Donc, il a quand même cette contradiction. Donc oui, il est loin d'être parfait. Il a ses addictions qui provoquent quelques problèmes parfois, puisqu'il n'est pas là quand il faut. Mais c'est quelqu'un qui sera toujours au service de la liberté et de l'équité et qui interviendra pour rétablir cet ordre. Est-ce que tous les deux vous allez finir par... Bon, on va évidemment parler du dernier tome dans quelques instants, mais est-ce que vous allez explorer les origines un jour du personnage, l'origine de la marque qu'il a sur les yeux, l'origine du premier personnage, apparemment son amour déçu qu'il rencontre dans les premières pages. D'ailleurs, c'est une case magnifique sur le cheval, très très bien dessinée. Est-ce que vous allez ou alors vous allez en faire toujours un personnage intemporel, un peu à la Tintin. Tintin, on ne sait pas d'où il vient ni où il va. Moi, je dirais, il restera intemporel, mais oui, on a introduit dans certains tomes des personnages qui ne seront pas systématiquement présents dans nos BD, mais qui, de toute façon, reviendront à certains moments dans les tomes qui paraîtront, puisque Phénix est quelque part, il erre sur Terre. Il est à la recherche aussi de sa propre identité et du pourquoi, du comment. Il cherche toujours à comprendre. Quand il agit, il va essayer de comprendre pourquoi l'humain fait ça. C'est un peu Longinus, le juif errant. Voilà, c'est ça. Il erre, il va agir, mais les personnages qu'il rencontre vont revenir à des moments et au fur et à mesure des tomes, on pourra reconstruire son identité, puisqu'on va laisser des indices qui vont transparaître sur certains tomes et donner ce qu'il faut pour qu'on comprenne d'où il vient. Mais il n'est pas exclu qu'un jour on fasse un tome sur ses origines. C'est très important, il faut savoir vraiment comme tu as dit justement Reda, et je te remercie parce que c'est génial tous les détails que tu regardes, c'est vraiment que beaucoup de gens ils échappent aux détails. J'ai aucun mérite, la BD est ma grande passion dans la vie, donc voilà, oui, je fais mon job mais aussi c'est une passion. Mais pas tout le monde regarde les détails, justement quand on regarde un tableau on a tendance à s'en aller, on ne regarde pas les détails comme les construit et tout c'est génial, je suis content et merci. Parce qu'en fait, le début de Phénix, il démarre avec Phénix qu'il tue un guerrier, et ce guerrier c'est Clorinda. Et en fait, nous on s'était refait à l'histoire de Tancredi et Clorinda, que c'est une histoire... Tout à fait. C'est une anecdote historique en fait, transposée. Et je voulais montrer comme quoi la liberté ne connaît pas un ordre. Ça veut dire qu'une femme, parce que Clorinda, il faut savoir qu'elle était musulmane, et Tancredi, il était chrétien. Tout à fait. Les croisades, c'est ça, non? Ouais. Et c'est ça que je voulais dire. Cet amour impossible, mais quand même tellement beau, tellement... voilà. Et c'est pour ça que l'amour, il n'a pas pour moi des frontières, des murs comme l'être humain. Il a créé depuis que les sapiens, justement pour nous le livre, il est sur Terre. Même cette émission est un cycle en fait. C'est génial, comme quoi l'histoire se répète et tout. Et pour moi, l'amour, il n'a pas de frontières. Il est universel. Et c'est l'être humain qui a établi des murs et tout. Et Phénix, il perd son amour à cause de ses combats, comme il avait fait à un ordre établi. Et au nom d'un ordre établi, il va supprimer son amour. On revient tout de suite après ceci. Allez, on continue nos pérégrinations fantasmagoriques en compagnie de Phénix et de ces deux papas qui nous font l'honneur et le plaisir d'être présents dans Shazam. Allez, Yael, on va essayer de disséquer le dernier tome des aventures de votre personnage qui existe depuis combien de temps déjà? Vous êtes ses géniteurs depuis combien d'années pour l'instant? On est sur la 10e année. Mine de rien, avec 4 tomes donc, un hors-série, Siro le Magnifique, qui restera toujours mon préféré, qui est juste énorme, et qu'il faudra ressortir en couleur. Ça, c'est un petit message perso. Pourquoi pas? Ça, hein, Virginio. Le remasteriser, non? Ouais. Non, mais il y a beaucoup d'action, il y a le trait est énorme, il y a beaucoup de dynamisme et tout, et c'est une construction différente des autres tomes. Voilà. Moi, perso, j'ai kiffé à mort. C'est vrai qu'on l'avait voulu... Il est différent déjà par rapport au fait qu'il est en noir et blanc, alors que les autres sont en couleur. Donc oui, ça ne va pas donner... Quand on ouvre la BD, on n'a pas le même ressenti, puisque notre univers est déjà assez torturé et sombre. Et effectivement, en laissant tout en noir et blanc, on a quelque chose qu'on prend plus à travers la gueule, on va dire. C'est exactement ça. Alors que quand on y met des couleurs, c'est très joli aussi. Moi, j'aime beaucoup, mais ça va donner effectivement un aspect plus doux, puisqu'on y a ajouté des couleurs, on y a ajouté quelque chose d'assez... Même si... Quelque chose qui va compléter ce tableau noir quelque part et qui va l'adoucir.
Ça permet aussi de voir tout le travail extraordinaire que fait Virginio au niveau du trait, au niveau du dynamisme, au niveau de la profondeur de champ. On sent un peu ces années lorsqu'il errait dans un certain cabinet d'architecture. Donc voilà, l'influence, elle est palpable, elle est là. Oui, exactement. Oui, il y a tout un parcours. Bon, je n'ai pas la... comment dire... Ne fais pas le modeste. Shazam est une émission de personnes qui disent les choses et pas de fausse modestie. Non, justement, pour moi, je n'ai pas de style. Ça veut dire que j'avance, demain je serai un autre Virginio et c'est ça que j'interprète. Je ne veux pas être un artisan. Je suis un créateur et demain je m'exprime d'une certaine manière. Aujourd'hui, demain sera un autre, peut-être dans 10 ans, j'espère de surprendre encore parce que j'estime qu'un être humain, il doit porter une pierre, on doit bâtir des choses sur cette terre. On le voit dans ton dessin, même Phénix change en fait au fil des temps. Hein. Au début, c'était vraiment des traits hyper acérés, hyper machin, et là il prend de la rondeur, il devient presque humain, il s'humanise, alors que c'était une figure un peu fantomatique aussi, dès les premiers tombes. Bon, c'est une impression, on peut toujours suranalyser ce qu'on lit, mais est-ce que c'était voulu ou pas? Non, c'est pas voulu, je suis sincère. Peut-être je suis plus serein aujourd'hui. Peut-être je suis d'un trait plus serein, moins spontané, moins trash et tout. Pourquoi pas, la voix de la sagesse, non? J'espère. Mais enfin, pour moi, il y a une... Quand on fait quelque chose, alors on va le faire au début d'une certaine façon, et il y aura toujours une évolution, puisque si on, enfin, c'est obligé, le temps va faire qu'on va se bonifier. On va avoir des choses plus sûres et il y aura une évolution. Et c'est vrai que Virginio a sa patte, il est parti d'un trait qui était brut, un dessin qui était très brut, avec très anguleux. Et 10 ans d'évolution de dessin, avec beaucoup de dessins, fait que il a gardé sa patte, puisqu'on reconnaît bien le trait de Virginio. On a vu une planche de Virginio, on peut le mélanger à 50 autres auteurs sans signature, on va dire ça c'est Virginio. Tout à fait, ça, c'est... Mais avec le temps, ces traits qui étaient anguleux, se sont arrondis, il y a eu plus de profondeur, plus de texture, et on reconnaît toujours la patte de Virginio, mais effectivement, on n'a plus ce côté brut et brutal du trait et anguleux. On est dans des trucs plus doux du coup. Alors, parlons du dernier album, enfin. Il va s'appeler comment? Alors, notre dernier album, son titre, c'est Alger, les ombres du temps. Il sera de quelle couleur? Puisqu'apparemment, c'est un fil conducteur entre le rouge, le bleu, le jaune et le hors-série qui était vert. Oui, justement, merci. Alors, on a démarré avec les couleurs primaires, et vu qu'il y avait les couleurs primaires, après on aura les couleurs secondaires, les supposés, tout. Cet homme-là, il aura des rose. Couleurs... oui, pourquoi pas. Ce serait énorme, hein? Non, vous ne serez plus invité au FIBDA si c'est rose. Il démarrera avec une couleur de la réflexion, des verts, des bleus, des tons assez froids pour la réflexion. Voilà. D'accord. Et voilà, il se passe quoi? Donc il y a Phénix qui débarque à Alger, il cherche qui? Il va se battre contre qui? Pourquoi est-ce qu'il est là? À noter qu'il avait déjà rencontré, il me semble, un personnage, pas algérien mais musulman, qui s'appelait, il me semble, Dounia, dans un des albums. Oui, il l'avait rencontré sur le quai d'un métro, une petite fille qui avait rêvé de lui, qui avait eu, et qui l'attendait pour qu'il accomplisse quelque chose dans un tome précédent. Ça rappelle une scène hyper connue pour tous les fans de Hokuto no Ken, de Burançon. Ouais, coïncidence. Hein. Je ne connais pas, mais oui. Donc il débarque ici, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il cherche? Il débarque. Phénix ne cherche jamais rien. Alors Phénix ne va pas quelque part dans le genre j'y vais. C'est en fait, il erre et... C'est un esprit en fait, un libre. En fait, Phénix, si on va regarder, ça n'existe pas matériellement. Voilà. Pour moi, c'est un esprit divin qui se déplace selon où il y aura le mal. D'ailleurs, avec Yael, on l'a relié à la Divine Comédie de Dante. Et il y a toute cette relation avec l'enfer de Dante et tous les crimes des différents gironi de l'enfer. D'ailleurs, où on comprend justement que c'est un être transcendantal quelque part, c'est qu'il est capable de voir toutes les créatures mythologiques. Il est capable de voir Hel, par exemple, il est capable de voir les centaures. Donc on peut dire qu'il est un peu sur le même plan d'existence qu'eux. Si on pouvait faire des métaphores par rapport à des choses qui existent entre guillemets dans la littérature, ce serait un demi-dieu. Voilà. Parce qu'il n'est pas un dieu, mais c'est un personnage divin. C'est une passerelle entre les deux mondes. Un personnage fantastique qui fait le lien entre les deux mondes, entre le monde des vivants et le monde des morts, mais il n'est pas au service des personnages des enfers, c'est-à-dire qu'il n'est pas leur serviteur. Lui, il est né, c'est sa condition, il est né avec la constellation des 11 étoiles sous l'œil
gauche, qui est la constellation du phénix. Le phénix est un oiseau qui donne l'immortalité. On renaît de ses cendres. Cet oiseau l'a choisi. Il est né dans une dynastie. Cet oiseau l'a choisi et lui offre ce pouvoir. Donc, si Phénix décède, l'oiseau lui redonnera vie. Et lui, donc, il se bat pour les quitter. Et donc, c'est pour ça que je dis, il ne choisit pas où il va. Il y a des choses qui se passent et l'oiseau, ce qu'il a en lui, le phénix qu'il a en lui, va le projeter à l'endroit où se passe la chose, ou le phénomène pour lequel il doit intervenir. Mais ce n'est pas Phénix qui a choisi d'y aller, en fait. Ça se fait indépendamment de sa volonté, y compris lorsqu'il abat un criminel. Donc ce criminel, comme on l'a dit, il va aller en enfer. On a pris Dante, il y a 9 niveaux en enfer. À chaque niveau correspond un péché. Péché de gourmandise sera un niveau. Enfin voilà, on va classifier les choses. Sauf que dans le premier tome, par exemple, il y a un dialogue hyper intéressant avec le vieux sage, où Phénix justement veut échapper à sa destinée. Et pour le sage en question, c'était une prétention, c'était presque une folie, une naïveté. Voilà, je pense qu'il avait utilisé ce terme-là. Donc voilà, est-ce qu'il arrive, puisque il suit un peu son inspiration, il va au gré de l'aventure, est-ce qu'il arrivera fatalement à échapper à son destin ou pas? Ou alors il a accepté le fait d'être lié à l'horizon des événements? C'est même pas une question d'accepter ou pas. Il n'échappera jamais à son destin. C'est pas possible d'échapper à son destin. Par contre, comme tout le monde, il y a des choses qui lui tombent dessus, il a des états d'âme, il pense des choses, il n'est pas forcément en accord avec ce qu'il doit gérer. Par contre, ce qu'il est fait que oui, il est là pour ça, il va gérer la chose. Mais c'est pas un choix, ce serait une fatalité. C'est sa condition qui fait qu'à un moment ou un autre, il doit gérer telle ou telle chose et il ne les choisit pas. Par contre, la chose qu'il a choisie, puisqu'il continue de le faire, c'est de défendre la liberté, le bien au nom de l'équité. En fait, excusez-moi, juste un détail très important. Phénix, malheureusement, il ne peut plus échapper à son destin comme chaque être humain, parce qu'il y a une relation, malgré c'est un esprit, son matériel, pas matérialisé, immatériel, on dirait. Exactement. Malheureusement, il a commis un péché comme tout être humain. Au début, avec la pomme, il y a toutes ces choses-là, avec les commencements de l'être humain, non? Le péché originel. Le péché originel, quand il est chassé du jardin de l'Éden, il ne devait pas manger la pomme et tout. Phénix, il a fait la même chose, il a touché le café torréfié, il ne devait pas le faire, mais il est tombé. Comme quoi, ils nous ont créé aussi les péchés, et ils nous ont dit qu'il ne faut pas faire le péché, et l'être humain, il fait le péché, parce que l'être humain, c'est un rebelle. Donc il est obligé d'évoluer dans son, oui, dans le paradigme ambiant, voilà. En fonction des règles, en fonction des cartes qu'il a en main. Mais voilà, Phénix c'est comme un être humain, c'est-à-dire qu'il est fragile et il n'est pas à l'abri des fautes. Et voilà, là il est tombé. C'est en ça qu'un personnage de bande dessinée est attachant, hein, parce qu'un personnage parfait, encore une fois, je citais l'exemple de Tintin tout à l'heure, Tintin dans l'absolu et tout ce qu'il y a de plus inintéressant. Par contre, la galerie de personnages qui l'entourent, qui ont tous des défauts, le Capitaine Haddock est alcoolique, Tournesol est cyclotimique, donc voilà. Alors je sais pas, je comprends, alors j'entends bien, donc on va faire un personnage stéréotype qui va être assez lisse et assez, il va répondre à la norme. Ce que n'est pas Phénix, hein, encore une fois. Alors c'est vrai que si on prend Tintin, même Spirou, il y en a plein des comme ça. Qui répondent à la norme, oui, ça va correspondre à des choses, c'est lisse. Phénix, lui, n'est pas lisse. Mais de là à dire, c'est-à-dire que l'être humain n'est pas lisse, c'est-à-dire qu'on n'est pas parfait, on fait tous des erreurs et Phénix en fait. Mais Tintin n'en fait pas, on est bien d'accord. Mais je dirais, on ne peut pas s'y attacher. Tintin a fonctionné pourtant, malgré qu'il soit lisse. Un Superman, c'est quelqu'un qui est lisse en lui-même. Il agit, il intervient, il fait ce qu'il faut, mais il reste quand même dans une norme très acceptable. Dans un archétype, voilà. C'est un archétype bien défini. Très acceptable, où il ne tuera pas. Mais bon, mais Superman a presque un siècle, donc il y a eu des scénaristes qui l'ont fait tuer, il y a eu des... Voilà. Oui, c'est vrai qu'il a évolué. Mais voilà, Phénix n'est pas quelqu'un de parfait. Il est comme tout le monde, il peut faire des erreurs. Et ça représente bien la nature humaine. C'est-à-dire qu'on voudrait, mais par rapport à la causalité, la situation, les événements font que parfois, on se surprend nous-mêmes, en positif comme en négatif, à avoir des réactions qui ne sont pas lisses, on va dire. Et il y a aussi cette chose que nous la traduit, elle est très drôle, c'est ces choses, des valeurs, des morales, comme Pinocchio, non? Collodi, tu vois, Jimmy Cricket, comment ça s'appelle, le grillo, voilà, Jimmy Cricket, voilà, le grillo. La petite conscience. Exactement, et Phénix, ça traduit, c'est la même. Ça, c'est une inspiration due par Pinocchio, justement, et qu'il a cette morale, il vient à travers Jimmy Cricket, que Phénix, ça traduit avec des objets, des animaux qui
Dans cette, Des lapins en peluche. exactement, à Alger, Les par GPS, exemple, il les rencontre le GPS, à Alger. Quand il arrive à Alger, vu qu'il est dans une faute avec les grains de café, il y aura Jimmy Cricket, mais c'est pas le Jimmy Cricket, mais ce sera un Fennec. D'accord, un Fennec qui va discuter avec Phénix. Moi, je trépigne d'impatience de lire ce nouveau tome. Alors, parlons du dessin de ce nouveau tome. J'ai eu la chance, grâce à Yael, justement, d'avoir en exclusivité intergalactique quelques planches, une petite vingtaine. Il y a beaucoup plus de couleurs que d'habitude, et surtout, Alger, pour ceux qui y habitent, pour ceux qui connaissent, est exceptionnellement bien rendu. De la même manière que Rome, dans le deuxième et début du troisième tome, on reconnaît tout de suite le Colisée, etc. Là, on reconnaît tout de suite Alger. Comment est-ce que tu as travaillé pour réussir à la... C'est même pas de la photographie, on reconnaît l'âme du pays. Comment est-ce que tu y es arrivé? Est-ce qu'il y a eu une méthodologie particulière? Tu as travaillé sur des photos, sur des repérages? Comment ça s'est fait? Alors déjà pour moi, la première chose, mais ça me regarde personnellement, je me suis nourri de mes yeux. En fait, mes yeux, pardon, ils m'ont nourri parce que quand en fait, c'est que c'est intéressant au niveau artistique que quand tu vois les monuments à Alger, tous les mosquées, tout cette entremêlé architectural, non? Alger, c'est un labyrinthe architectural. Les villes coloniales, villes mauresques, villes... Voilà. Et tout ça, déjà, je m'étais nourri de tout ça. Et après, j'ai eu, quand même, je tiens à remercier Moustapha Nedjaï, qui parle... Oui, grand plasticien devant l'éternel. Exactement, je tiens à remercier Moustapha Nedjaï, qui par Internet et par le biais de Facebook, il m'a quand même rendu un grand service, m'a envoyé des photos et tout, il était génial, adorable. Et du coup, par contre, ce que j'ai pas fait, j'ai pas copié les photos. Parce que quand on copie la photo, on peut rendre l'image, mais quand on copie une image par cœur, on la calque et tout, et il est morte l'image, parce qu'une photo et le dessin, c'est pas la même chose. Surtout que c'est Alger dans le futur, voilà. C'est-à-dire Alger a évolué, Alger a... Et j'ai imaginé, en fait, en regardant toute la baie d'Alger, tout vu du haut et tout, j'ai imaginé, je me suis propulsé, qu'est-ce que ça va être Alger dans 100 ans, 200 ans, je ne sais pas, avec des lumières, des voitures qui volent, même les costumes des personnes, quand on voit la Gazba, tous ces comment on dit, différents costumes, un petit peu africains, berbères, les différentes influences qui font qu'Alger est Alger, justement. Qu'est-ce que ça peut être dans 100 ans, 200 ans? Et du coup, j'ai développé aussi une manière de voir aussi les choses. Et du coup, peut-être, on se reconnaît, voilà, en quelque sorte, avec cette espèce de création, non? Alors, dans ce tome, justement, Phénix va combattre, entre autres choses, va combattre une espèce d'évolution, de mutation de l'intégrisme actuel. C'est-à-dire qu'on a une espèce de Big Brother qui a une espèce de religion, qui fait des espèces de lavage de cerveau, et Phénix, encore une fois, va s'ériger contre cette espèce de conformisme. D'ailleurs, c'est cubique, donc c'est rentré dans des petites cases bien définies. Comment est-ce que Phénix va aborder cet ennemi qui n'est même pas matériel, il est idéologique? Voilà ce qui se passe dans ce tome de Phénix. Donc il arrive à Alger et on a mis en place une idéologie qu'on appelait la dogma cubiste, donc qui est assez simple, comme son nom l'indique, c'est des cubes. Et on a dogmatique. Voilà, on a décidé d'introduire des cubes dans la tête des gens de façon à délimiter leurs pensées, bien fermées dans un cube avec 4 coins carrés, donc des choses très simples. Pas colorier en dehors du cercle. Ouais. Voilà, exactement. Donc on va délimiter la pensée. Et donc pour l'image de délimiter la pensée et de la contrôler et l'appauvrir, on a choisi le cube. Donc ils arrivent et ils vous mettent des cubes dans la tête de façon à ce que vous répondiez à leur dogme et que vous alimentiez leur idéologie. On en saura plus dans quelques instants. Et on reprend notre formidable émission hyper passionnante avec les papas de Phénix, où on va parler tout de suite d'idéologie, de dérive. On comprend évidemment que le spectre de l'islamisme n'est pas loin, que c'est une petite métaphore de ce que pourrait être Alger dans le futur. Mais pas que. Pas qu'Alger, je dirais. Ce que pourrait être le monde dans le futur. Après, il fallait commencer par quelque part. Nous, on a
créer un lien avec Alger, effectivement. Et on a choisi de faire dérouler ces événements à Alger. Donc Phénix va donc intervenir, s'y opposer, pour rendre sa liberté au peuple, puisque le but de la dogma cubiste, est effectivement de prendre le contrôle de tout, en commençant par la ville d'Alger. Et en fait, voilà, tout le dogme cubiste, bien évidemment, c'est une histoire très dans le futur. Mais ce que ça va se passer en fait toute notre histoire, parce que nous en Italie on a vécu les brigades rouges, le fascisme, l'extrême droite et tout ce qu'on a vécu. En Algérie vous avez subi dans les années 90 tout cet extrême de l'islamisme, des choses comme ça vraiment, qu'ils ont tué des gens, la souffrance et tout. Ce qu'on vit actuellement avec le Daesh et toute cette idéologie construite quasiment relié vraiment à Internet, à des trucs très Android quasiment, tu sais, très robotiques, non? Et du coup, je me suis inspiré pour créer avec Yael le dogme cubiste, vu que j'aime l'art. Je me suis inspiré du cubisme de Picasso, du constructivisme de Malevich. Comme on voit, Malevich, il avait mis un carré noir que j'ai sur ma casquette. Sur la casquette, effectivement, ami auditeur. Les icônes, non? Il avait synthétisé l'art et la rendre plus analytique et avec son expression la plus simple quasiment. Avec Picasso, le cubisme, il avait synthétisé la ligne et il avait commencé à créer la 3D à travers l'art et tout. Le fameux cercle de Michel-Ange. L'art se limite à un cercle. Avec justement les trois figures très importantes, l'art rentre tout dans un cercle, un carré et un triangle. Et voilà. Et le dogme cubiste, ils ont leur dieu, que Yael vous a expliqué après, ouais. Mais ils se sont inspirés du cubisme de Picasso pour rendre l'intellectuel à quasiment à zéro. L'appauvrir. Voilà, la preuve comme George Orwell, qui a lu George Orwell 1984. En 1984, il peut voir que dans le dictionnaire des mots, ils avaient réduit les mots. On appelle ça la novlangue. La nouvelle langue, exactement. Voilà, en fait, l'histoire, on est dans une dystopie. C'est effectivement, si on veut prendre le contrôle de quelque chose, si on arrive à imposer le fait que je vais appauvrir le langage, je vais appauvrir les choses, et je vais limiter la pensée des gens en disant ça c'est interdit, je vais les obliger à rentrer dans un moule que j'ai décidé. Si je supprime toutes les choses qui amènent la réflexion de ce moule et que je l'impose aux gens, ben effectivement, je vais avoir des gens qui en 5, 10 ans, 20 ans seront plus capables de réfléchir, puisque à la limite, j'ai étudié la chose pour et je vais faire en sorte que ça se passe comme ça. Et donc le principe de la dogma cubiste, c'est celui-ci. Ils arrivent, ils vont appauvrir les choses, ils vont demander aux gens de penser à leur façon, de ne pas faire autre chose. Et si on ne rentre pas dans le moule qu'ils ont décidé, donc dans ce cube, ils vous exécutent, ils ne vous donnent pas d'alternative. Panem et Circenses. Et leur dieu s'appelle Orlando Pita. Parce qu'en fait tout est relié, on sait qu'une manipulation peut être reliée à un intérêt économique, non? Il y a eu un petit clin d'œil que je vous décris, amis auditeurs, évidemment. Virginio parle beaucoup de manière sibylline, voilà. Sibylline, oui. C'est un mot qu'on utilise très peu dans le langage. C'est quelque chose de sombre, de pas clair, d'étrange. Le contraire de cristallin. Voilà, le contraire de cristallin. Mais souvent associé quand même. Moi j'écris un texte un jour où j'utilise le mot sibylline. Alors Yael est aussi poète à ses heures, donc. Et c'est vrai que le mot sibyllin, c'est tout ce qui est pas clair, tout ce qui est sombre, tout ce qui est torturé, tout ce qui n'est pas cristallin. Mais il y a plusieurs adjectifs. Mais moi je l'aurais employé comme sombre. D'accord. Alors, on va parler de manière générale de l'avenir, donc de Phénix. C'est toujours de l'auto-édition. Qu'est-ce que vous allez faire pour les années qui arrivent? Est-ce qu'on peut survivre encore une fois en auto-édition en 2018 et plus, lorsqu'on est auteur de bande dessinée? J'ai pas de réponse réelle. Je peux décrire ce qu'on vit, mais la réponse, ce serait prétentieux d'en avoir une. Est-ce qu'on peut vivre en auto-édition? Je ne sais pas. Nous, notre parcours nous a permis d'exister toujours on en est à la 10e année. Virginio qui travaille aussi beaucoup dans des galeries d'art, qui expose beaucoup d'ailleurs, on va en parler. Voilà, qui expose beaucoup, alimente aussi le fait de la visibilité. L'univers graphique qu'il exploite dans les galeries d'art est le même que l'univers qu'on exploite dans la BD. Donc. Même s'il lui arrive de faire des digressions sur les super-héros américains, sur Gig, sur... Oui, après il faut aussi qu'il puisse lui faire des choses. Voilà. Mais dans l'idée, je pense qu'on peut vivre en auto-édition, mais c'est de plus en plus compliqué. Nous, la chance qu'on a, c'est le parcours que Virginio est une locomotive.
faut le reconnaître, pour le projet, puisque lui il va amener d'autres intérêts, d'autres personnes qui vont s'intéresser à notre BD. Tu me parlais de satellites tout à l'heure. Oui, c'est ça, voilà. C'est des satellites. Et malgré tout, malgré qu'on soit en auto-édition, on peut avoir des partenaires, on peut trouver des mécènes, on peut faire des choses qui font que le projet prenne vie et puisse naître. La vraie difficulté de l'auto-édition, en fait, c'est la distribution et la présence sur le marché. On peut parler que moi j'estime que chacun il a un dieu et moi j'ai Jupiter. Parce que chaque fois que je suis en train de tomber, il y a quelqu'un qui me relève, un esprit, je ne sais pas quoi. J'y crois, oui. Une force supérieure qui... Je ne sais pas, mais vraiment, Reda, je suis honnête. Je ne sais pas, je travaille dans la sincérité avec Yael et tout, dans l'art et tout, j'avance. C'est vrai que vous avez des parcours atypiques tous les deux. Yael est éducateur, je me souviens, tu déchargeais même des caisses dans les marchés. Vous en avez bavé tous les deux. Et là, pareil, là on a travaillé quasiment 2 ans pour produire cet nouvel album, Alger, les ombres du temps. On n'a pas un sou de côté pour faire la BD. Et finalement, j'ai un super copain, un monsieur qui est directeur dans une grande entreprise française qui s'appelle Hexagon. D'ailleurs, on le tient à remercier. Ils font du mécénat et il a adoré le projet. Il est venu voir les expos dans les galeries d'art et va tout prendre en charge notre projet. Comme quoi, il y a toujours, comme on dit en France, vis ta vie et suis ta chance. C'est joli. En plus, ça rime. T'as vu ça? Je pense qu'il va te voler la place de scénariste aussi. Ouais, sans problème. On travaille ensemble. Tu sais dessiner, Yael, ou pas? Oui, mais je suis loin d'avoir le niveau de Virginio. Mais pour revenir justement sur nos rôles respectifs, Virginio, on travaille ensemble. Virginio est venu me chercher pour le parcours atypique. Voilà, on s'est rencontrés, pour faire simple, on va la faire courte quand même. On s'est rencontrés dans une agence immobilière où moi j'avais un travail à faire, une intervention à faire pour cette agence où j'avais été dépêché pour travailler sur du référencement internet. Virginio était infographiste, on discute, je dessine, j'écris et tu veux pas qu'on fasse un truc ensemble et on est parti comme ça sur le projet. Donc c'est vraiment voilà. C'est un coup de cœur artistique, c'est génial, et fraternel. Parce que quand en 2004 il y a eu la création du personnage, je l'ai rêvé d'ailleurs, Fenice, j'ai commencé à le grabouiller, mais je voulais quelque chose de très poétique et pas. De toute façon, c'est ce que dit Fénis lui-même à la fin des albums. Merci Virginio de m'avoir donné la vie et merci Yael de m'avoir donné la parole. Exactement. Et en fait, quand je connaissais pas Frédéric, Yael, je le connaissais pas moi j'aime la poésie. Et quand j'ai lu ces textes, je suis retourné une semaine après en disant écoute Fred, est-ce que ça t'as envie de partir sur une aventure de vie, comme Colombo? Veux-tu m'épouser? Oui. Et du coup, Fred, encore, je me rappelle, mais à l'époque, il m'a dit mais moi, écoute, je connais rien en BD, je suis pas un scénariste. Écoute, tout on apprend dans la vie. Nécessité fait vertu. Allez, on part dans l'aventure. Et on y va. Un peu comme Fénis, sans début, sans fin. Mais voilà, des errances. Et ce qui est le plus beau, c'est le voyage, évidemment. Mais notre BD est un voyage, en fait. Il faut pas... Il y a une histoire, il y a un fil, oui, mais l'idée aussi, c'est de voyager dans plein de choses. Dans la nature humaine, dans les tréfonds de l'humain. C'est un trip. C'est un voyage qui exploite certaines choses qui existent. Et... qui amène aussi une réflexion. On l'a fait aussi pour amener une réflexion. C'est pas juste quelque chose de récréatif à lire et. Non, pas du tout. Ça peut être. Ça se lit à plusieurs niveaux. Non, c'est une bande dessinée très profonde. C'est pour ça que c'est toujours un plaisir de vous recevoir dans l'émission. Ma dernière question, puisqu'on est un peu pris par le temps. Ça, c'est une question de fan évidemment d'Hugo Pratt. Il y a une rencontre entre Fénis et Corto Maltese dans cet album. C'est énormissime, messieurs. Oui, en fait, on a voulu avec Fred, avec Yael, on a voulu, à la fin, on ne vous raconte pas tout, parce que... On va pas spoiler, mais voilà. Mais par contre, oui, je vous dis quelque chose, il y a une rencontre à la fin de la BD, Fénice R, au port d'Alger, et il rencontre un marin, et je vous laisse découvrir ce marin, avec un logo sur sa tête, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, il est venu comme ça, je ne vous dis rien. Aussi, moi je peux leur dire, moi j'ai vu la planche, amis auditeurs, franchement c'est un pur régal pour tout fanatique de bande dessinée qui se respecte. Ils rencontrent pareil, surtout que les personnages quelque part, même chez Hugo Pratt, il y a toujours ça, il y a l'errance, les voyages. Mais bon, il y a toujours un épilogue. Comme Reda, comme tu l'as dit tout à l'heure, une BD, Fénis nous rencontre à la fin de la BD. À une autre BD, il y a toujours un épilogue
à la fin du tome où notre personnage va rencontrer quelqu'un. Ça peut être quelque chose qui amène une réflexion, ça peut être de l'absurde aussi, puisque tout n'est pas, n'amène pas de réflexion, mais on a voulu cet épilogue et quelque part c'est un hommage. On a voulu faire un hommage à quelqu'un, donc on lui a rendu hommage, voilà, simplement. Et même, parce qu'on sait que le marin, il voyage à travers les bateaux et il voyage à travers les trains. Messieurs, c'était un pur plaisir de vous recevoir dans l'émission. Vous revenez évidemment quand vous voulez. Quant à toi, ami auditeur, n'oublie pas, toi qui m'écoutes et que je tutoie si tu vagabondes sur les ondes, ramène du monde et à demain. You're right.